Bonjour à toutes et à tous. La pensée de Hannah Arendt sur la liberté se distingue radicalement des approches classiques, qu'elles soient libérales ou métaphysiques. Loin de réduire la liberté à une simple absence de contrainte ou à une faculté intérieure de la volonté, Arendt la situe dans le monde commun, au cœur de l'action politique. Pour elle, la liberté n'est pas d'abord un droit abstrait, ni un état de conscience, mais une expérience vécue, celle de prendre l'initiative, de commencer quelque chose de nouveau parmi les hommes dans un espace partagé. Comprendre cette conception implique d'articuler son enracinement dans l'Antiquité, son lien avec la pluralité humaine et sa fragilité dans les régimes modernes. Arendt inscrit sa réflexion sur la liberté dans une généalogie qui remonte à la polis grecque. Elle rappelle que, pour les anciens, la liberté ne se réduisait pas à l'émancipation individuelle. Elle se réalisait dans la participation active à la vie publique. Être libre signifiait agir et parler parmi ses pairs, dans un espace politique dégagé des nécessités de la vie privée. Cette dimension publique de la liberté se traduit par deux traits essentiels: l'initiative et la pluralité. L'initiative renvoie à la capacité de commencer, ce que Arendt nomme la natalité, puissance inscrite dans la condition humaine de naître. La pluralité signifie que la liberté ne peut se déployer qu'en présence d'autrui, car c'est dans la confrontation et l'échange que se révèle la singularité et la portée de nos actes. En s'inspirant de cette tradition, Arendt critique les conceptions modernes qui déplacent la liberté vers l'intériorité de la volonté ou vers la sphère de la souveraineté individuelle. Dans la condition de l'homme moderne, elle oppose la liberté comme action à la liberté comme libre arbitre. Le libre arbitre, s'il demeure replié sur l'intériorité, risque de devenir stérile et sans prise sur le monde. Au contraire, la liberté politique, elle, se manifeste dans la capacité d'intervenir dans les affaires humaines, de produire des effets imprévisibles et irréversibles. Ce caractère imprévisible, loin d'être un défaut, est le signe même de la vitalité politique. Agir librement, c'est accepter que le résultat échappe à tout contrôle total et que l'histoire demeure ouverte. Cependant, la liberté selon Arendt est fragile. Elle requiert un espace public protégé, où la parole et l'action peuvent se déployer sans craindre la violence ni l'effacement par la bureaucratie. Les régimes totalitaires, qu'Arendt a étudiés dans les origines du totalitarisme, détruisent cet espace en atomisant les individus et en effaçant la frontière entre vie publique et vie privée. La liberté politique disparaît alors non seulement par répression directe, mais aussi par l'érosion des conditions mêmes qui la rendent possible. Pluralité, visibilité, mémoire commune. Pour préserver la liberté, il ne suffit donc pas d'inscrire des droits dans une constitution. Il faut cultiver un espace de délibération et de participation où les citoyens peuvent initier des actions et se porter garant de leur sens. La liberté, chez Arendt, se nourrit de l'engagement actif et de la responsabilité collective. Elle n'est jamais acquise définitivement. Chaque génération doit la réinventer et la défendre dans les formes nouvelles de la vie politique. La liberté, dans la pensée arendtienne, ne se définit pas comme une possession individuelle, mais comme une pratique politique, fragile et dynamique. Elle réside dans la capacité de commencer quelque chose de neuf, en présence d'autrui, et de contribuer ainsi à l'histoire commune. En la reliant à la natalité et à la pluralité, Arendt nous rappelle que la liberté est inséparable de la condition humaine et de l'existence d'un espace public vivant. Orienter l'avenir vers plus de liberté, ce n'est pas seulement protéger des droits abstraits, mais préserver et élargir les lieux où la parole et l'action peuvent réellement transformer le monde. Dans la pensée de Hannah Arendt, le jugement occupe une place décisive, surtout dans ses derniers écrits,
où elle s'efforce de comprendre les conditions d'une responsabilité politique authentique. Confrontée aux catastrophes du XXe siècle, et notamment à l'énigme morale posée par le procès Eichmann, Arendt cherche à cerner ce qui permet à un individu de discerner le juste de l'injuste sans se réfugier dans l'obéissance aveugle aux lois ou dans le conformisme ambiant. Le jugement, pour elle, n'est pas l'application mécanique d'une règle universelle à un cas particulier, mais une faculté réflexive qui requiert imagination, sens commun et prise en compte de la pluralité humaine. Arendt s'inspire largement de la critique de la faculté de juger de Kant, mais en déplaçant son propos du domaine esthétique vers le champ politique. Elle retient particulièrement la distinction kantienne entre jugement déterminant et jugement réfléchissant. Le premier subsume un cas sous une règle préexistante. Le second part du cas singulier pour en dégager un sens, en l'absence de règle fixe. C'est ce jugement réfléchissant qu'Arendt considère comme central pour la vie politique, car il permet de s'orienter dans des situations inédites où les précédents et les lois ne suffisent pas. Dans ce processus, deux notions kantiennes, réinterprétées par Arendt, jouent un rôle essentiel. D'abord, l'élargissement de la pensée. Juger exige de se mettre à la place des autres, d'adopter successivement leurs perspectives pour enrichir et nuancer son appréciation. Ce n'est pas céder au relativisme, mais s'exercer à voir le monde dans sa pluralité de points de vue. Ensuite, le sensus communis, une faculté de partager un horizon de sens avec autrui en formulant un jugement susceptible de convaincre des spectateurs impartiaux. Cette dimension publique est capitale. Le jugement ne se réduit pas à une opinion privée, il s'adresse au monde commun et doit pouvoir être défendu devant les autres. Arendt insiste aussi sur le rôle de l'imagination, non comme fuite hors du réel, mais comme instrument de déplacement mental. C'est elle qui permet de faire dialoguer les perspectives et d'anticiper les conséquences possibles d'une décision. Par ce biais, le jugement devient un acte de responsabilité. Il engage celui qui le prononce et le rend redevable de ses raisons. L'expérience de la pensée, ce dialogue intérieur par lequel on examine ses propres actes, nourrit directement la capacité de juger. C'est pourquoi, dans son analyse de la banalité du mal, Arendt montre que l'absence de pensée, cette incapacité à se mettre à la place d'autrui et à s'interroger sur la justesse de ses actions, mène à une faillite du jugement moral. Le jugement n'est cependant pas infaillible. Il est toujours exposé à l'erreur, à l'influence des passions collectives ou à la pression de l'opinion dominante. Sa force réside dans sa capacité à rester ouvert, à se réviser face à de meilleurs arguments et à préserver la fidélité au monde commun plutôt qu'à une idéologie figée. Il constitue ainsi une faculté éminemment politique, car il relie la singularité de l'individu à la pluralité des hommes, en évitant autant le dogmatisme que le scepticisme absolu. Chez Hannah Arendt, le jugement apparaît comme une faculté politique vitale, indissociable de la pluralité humaine et de l'exercice de la pensée. Loin d'être une simple application de normes préétablies, il engage l'imagination et la capacité à se mettre à la place d'autrui, tout en exigeant que l'on rende ses raisons dans l'espace public. En ce sens, juger, c'est à la fois comprendre et assumer la responsabilité de ses actes dans un monde partagé. Préserver et cultiver cette faculté, c'est donc garantir les conditions minimales de la liberté politique et de la vie commune. La réflexion de Hannah Arendt sur le jugement s'enracine dans une interrogation dramatique. Comment des individus ordinaires peuvent-ils se rendre complices de crimes extrêmes sans être mus par une malveillance exceptionnelle? L'affaire Eichmann, qu'elle analyse dans Eichmann à Jérusalem, l'a conduit à forger le concept de banalité du mal pour désigner non pas un mal mineur,
mais un mal dépourvu de profondeur démoniaque, produit par l'absence de pensée et le conformisme bureaucratique. Cette constatation la pousse à explorer les conditions de la responsabilité individuelle dans un monde où les règles morales peuvent être détournées ou abolies. Dans ses écrits ultérieurs, elle développe l'idée que le jugement, compris comme faculté réfléchissante, constitue le rempart essentiel contre cette défaillance morale et politique. Dans l'analyse arendtienne, la banalité du mal désigne un mal commis sans haine personnelle, par simple incapacité ou refus de penser par soi-même. Eichmann, figure paradigmatique de cette condition, n'était ni un monstre sadique ni un idéologue raffiné, mais un exécutant appliqué, se conformant aux ordres et aux procédures sans interroger leur légitimité. Arendt voit dans cette incapacité à penser, c'est-à-dire à dialoguer intérieurement avec soi-même, à anticiper la signification de ses actes, une source majeure de l'effondrement moral. Or, cette faculté de penser est intimement liée à la capacité de juger. Le jugement, chez Arendt, ne se limite pas à appliquer mécaniquement une norme. Reprenant à Kant la notion de jugement réfléchissant, elle le définit comme l'aptitude à apprécier une situation singulière en l'absence de règles fixes, en mobilisant l'imagination et le sensus communis. Juger, c'est alors se mettre à la place des autres, élargir son point de vue, envisager l'impact de ses actes dans le monde commun. Cette démarche implique un travail actif de distanciation à l'égard du discours dominant, des ordres reçus ou de la logique bureaucratique. C'est ici que la responsabilité individuelle prend toute sa mesure. Pour Arendt, être responsable signifie être capable de rendre compte de ses actes, non seulement devant la loi, mais devant la communauté humaine en général. Le jugement se situe à l'articulation de la conscience morale, ce dialogue silencieux du moi avec lui-même, et de l'espace public, où l'on expose ses raisons à autrui. La faillite du jugement, comme dans le cas d'Eichmann, provient de la rupture de ce lien. L'individu cesse de se demander s'il pourra vivre avec lui-même après avoir agi et évite d'évaluer son action selon des critères universalisables dans un monde commun. Cette articulation entre jugement et responsabilité explique pourquoi Arendt accorde tant d'importance à la pluralité. Juger véritablement suppose de confronter sa perspective à celle d'autrui, non pour se dissoudre dans l'opinion dominante, mais pour tester la robustesse de son évaluation. Sans pluralité, le jugement se réduit soit à un conformisme passif, soit à une subjectivité arbitraire. De plus, la capacité de juger ne se développe pas dans l'isolement absolu. Elle se forme dans des institutions et des pratiques, débats publics, tribunaux, espaces de discussion, où la confrontation d'arguments est possible. Ainsi, contre la banalité du mal, la pratique du jugement devient une forme de résistance. Elle ne nécessite pas une connaissance encyclopédique, ni un héroïsme exceptionnel, mais la disposition à penser par soi-même, à imaginer le point de vue des autres et à assumer les conséquences de ses choix. Cette vigilance critique est fragile. Elle demande des conditions politiques favorables, mais elle relève aussi d'un engagement personnel que nul État ou système ne peut remplacer. En reliant le jugement à la responsabilité individuelle et à la lutte contre la banalité du mal, Arendt élabore une conception profondément politique et éthique de cette faculté. Juger, c'est préserver le lien entre pensée et action, entre conscience de soi et monde commun. C'est refuser de se retrancher derrière l'obéissance ou la conformité pour éluder la question « Puis-je vivre avec moi-même après avoir fait cela ?» Dans cette perspective, la défense de la liberté politique passe par l'entretien permanent de cette faculté, à la fois personnelle et publique. Dans un monde où la rapidité de l'information et la fragmentation des opinions menacent la réflexion, l'exigence arendtienne du jugement demeure un appel à ralentir, à élargir nos perspectives et à agir en citoyens responsables, capables de résister à toutes les formes contemporaines de banalité du mal.
Chez Hannah Arendt, la question du jugement prend toute son importance face au drame du XXe siècle. Dans Eichmann à Jérusalem, elle décrit la banalité du mal, un mal commis non par cruauté extrême, mais par simple incapacité à penser par soi-même. Eichmann, bureaucrate appliqué, n'a pas interrogé la légitimité de ses actes. Il a suivi les ordres, comme si l'obéissance suffisait à le décharger de toute responsabilité. Pour Arendt, c'est là que le jugement intervient. Inspirée de Kant, elle le définit comme une faculté réfléchissante. Au lieu d'appliquer mécaniquement une règle, il s'agit d'évaluer une situation singulière, en l'absence de loi claire, en élargissant sa pensée pour se mettre à la place des autres et en s'appuyant sur un sensus communis, ce sens partagé qui relie les individus dans un monde commun. Juger, c'est ainsi lier la pensée, ce dialogue silencieux avec soi-même, à la responsabilité devant autrui. C'est se demander, puis-je vivre avec moi-même après avoir agi ainsi? Cette faculté n'exige ni héroïsme spectaculaire, ni savoir encyclopédique, mais un effort constant de distanciation face aux discours dominants et aux automatismes sociaux. Contre la banalité du mal, le jugement devient un acte de résistance. Il refuse le conformisme, préserve la pluralité des points de vue et engage chacun à assumer ses actes. Pour Arendt, la liberté politique repose sur cet exercice lucide et public du jugement, sans lequel la vie commune s'effondre dans la passivité ou la soumission. Si cette réflexion vous a éclairé et donné matière à penser, abonnez-vous pour poursuivre ensemble l'exploration des grandes idées qui façonnent notre compréhension du monde et nourrissent notre exigence de lucidité.